Nous critiquons l'impact social et environnemental de la fast fashion, mais nous continuons d'y acheter. Les chiffres le confirment, seulement 7% des Français placent l'éthique en priorité d'achat, tandis que la France a vendu 3,5 milliards de vêtements en 2024. Pendant ce temps, l'industrie textile française a encore perdu des emplois. 4 000 emplois et plus de 300 000 depuis les années 1990. Jeudi, la justice a rejeté la demande de l'État de suspendre Shein, jugeant la décision disproportionnée. Une question se pose, peut-on encore défendre le libre-échange quand il détruit nos emplois au profit de la Chine? Pour en parler, nous sommes en compagnie d'un historien du capitalisme, Arnaud Aurin. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, vous êtes également producteur du Fil Écho sur France Culture. On vous doit notamment Le Monde confisqué, essai sur le capitalisme de la finitude, c'est aux auditions Flammarion. Et puis Benoît Helbrin, vous êtes philosophe, professeur à l'ESCP Business School. Vous co-dirigez l'Observatoire Marque imaginaire de la consommation et politique à la Fondation Jean Jaurès. Je vais vous faire entendre des conseils de Noël, mais alors ce sont des conseils de Noël de 1955. Les paillettes d'acide borique qui commencent à givrer les étalages parisiens préviennent assez les consommateurs que la campagne de Noël est ouverte. Oui, c'est vrai. C'est le temps où nous voudrions pouvoir dépenser sans compter. Pour ma part, si j'osais proposer aux consommateurs qui m'écoutent des étrennes utiles, sinon agréables, je leur donnerais volontiers 2 conseils. Mais proposer, monsieur Romieux, cela ne coûte rien. Le premier, c'est de ne pas attendre au dernier moment pour faire leurs achats. Vous proposiez à l'instant 2 conseils aux consommateurs. Quel est le second? C'est de prendre le temps de comparer les prix d'un magasin à l'autre avant de faire ses achats. Mais c'est essentiel, surtout en cette période. Pour ça, il ne faut pas avoir à se précipiter dans la première boutique venue. Il existe Oui. d'un point de vente à l'autre des différences de prix pour des articles similaires, Oui. voire pour des produits de la même marque, qui peuvent atteindre 20% et au-delà. C'est très juste, oui. Il suffit quelquefois de traverser la rue. Chercher le meilleur prix à qualité égale, c'est rendre service à nous-mêmes, à nos amis et aux commerçants qui ont fait un effort. Oui. Benoît Helbrin, vous qui êtes philosophe, qu'est-ce qui a changé depuis 1955? Faites-nous une liste. Bonjour Guillaume. D'abord, ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est que on parle d'utilité. Et je pense que ça, c'est une notion qui malheureusement a beaucoup disparu. Dans une société du bullshit et du baratin, en fait, on passe son temps à acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Et donc, en fait, je pense que la question essentielle, c'est de savoir qu'est-ce qui est vraiment utile quand on réfléchit à la consommation, au-delà de l'achat rituel de Noël. Le 2e point important, c'est la question du prix. Bon, le prix, enfin notre rapport au prix a beaucoup changé puisque, depuis on a institutionnalisé les soldes qui ont été plus ou moins remplacés par le Black Friday. Et donc, la question du prix, en fait, c'est toujours une clé intéressante pour analyser les comportements, sachant qu'aujourd'hui, on a un outil de visibilité du prix qui s'appelle Internet. Donc, a priori, les gens seraient mieux informés sur les prix, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de tromperies parce qu'il y a beaucoup de fausses promotions. On voit ça sur des sites internet. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'un des leviers, justement, c'est la réglementation des promotions, des prix barrés, des discounts, c'est-à-dire la question de la valeur juste des choses. Le juste prix. Ça, c'est une notion qui vient de la théologie. Saint Thomas d'Aquin en parlait. Mais je pense que au cœur de notre conversation, il y a cette question du juste prix, c'est-à-dire qui est juste pour la personne qui achète, mais qui est aussi juste pour la personne qui travaille et pour l'entreprise qui vend les produits. Qu'en pensez-vous, Arnaud Aurin, de cette évolution de nos achats, vous qui êtes historien du capitalisme? Il y a une notion intéressante dans le son qu'on vient d'entendre, c'est cette idée de comparaison des prix. Donc, cette comparaison, elle avait un coût dans les années 50. Il fallait se déplacer pour aller comparer différents prix dans différents magasins. Et ça renvoie à un concept économique très important de la concurrence pure et parfaite, celui de la transparence du marché. Et effectivement, comme le disait Benoît, Internet a beaucoup œuvré en fait pour que cette concurrence pure et parfaite, évidemment, on n'y est jamais, mais cette condition de transparence, elle est de plus en plus forte grâce à Internet. Et grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui les places de marché, les marketplaces, dont on va certainement parler plus avant aujourd'hui, c'est-à-dire des endroits dans lesquels on peut comparer en quelques secondes, en quelques clics, des milliers de prix. Et ça, c'est censé effectivement fluidifier le marché et permettre aux consommateurs de faire le meilleur choix. Mais faire le meilleur choix en termes de prix.
Et là revient la grande distinction marxienne entre valeur d'échange et valeur d'usage. Et toute la question est de savoir si ces meilleurs prix, c'est ce dont les gens ont besoin et ce dont la planète a besoin. Qu'est-ce que vous en pensez, Bah, Benoît sachant Lebrun? que ce qui caractérise justement la société de consommation, c'est que c'est une société de l'abondance, de l'opulence de biens, et que justement, on n'est plus du tout dans une rhétorique du besoin et de la nécessité. Alors, ce qui n'empêche que, évidemment, 15 millions de Français sont pauvres, ont du mal à se nourrir, et ça, c'est un vrai sujet, mais qui est un sujet politique. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui a été évincé dans la rhétorique, dans le discours social sur la consommation depuis les années 60, et ça, c'est attesté par les historiens, c'est que la question du besoin a disparu totalement et a été remplacée par la question du désir et de l'envie. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on régule le désir et l'envie. Comment le régule-t-on, sachant que le désir et l'envie aboutissent à des chiffres tout à fait étonnants? Les Français possèdent en moyenne 175 vêtements par personne. Bon, ils considèrent qu'ils n'en possèdent que 79. Donc, et il y a 100 vêtements qui sont des vêtements oubliés. Et c'est très étrange, Arnaud Aurin, parce que je me souviens, par exemple, dans les livres d'histoire de la mode, on explique qu'au Moyen Âge, on avait une ou deux tenues qui avaient des vols de vêtements, parce que les vêtements étaient très onéreux. Donc nous sommes entrés dans une société, dans une culture du superflu, sachant que le capitalisme s'est en partie aussi construit sur l'échange et la fabrication de vêtements. Oui, le grand moteur, en fait, des révolutions industrielles et de l'industrialisation de la plupart des pays au monde, en fait, s'est fondé sur l'industrie textile, hein. Au XVIIe, XVIIIe siècle, les pays d'Europe occidentale, ils vont commencer leur développement industriel avec l'industrie textile. Et on va voir qu'au cours du XIXe siècle, puis du XXe siècle, les nouveaux pays industrialisés, ils vont très souvent commencer avec l'industrie textile. Alors, industrie textile qui va être soit en croissance dans ces pays occidentaux, soit laminée dans des pays, au contraire, par exemple asiatiques, hein. Le cas le plus frappant de l'histoire économique, le cas le plus connu, c'est évidemment la montée en puissance de l'industrie textile britannique et la destruction de l'industrie textile indienne, en fait, hein. Avec cette idée selon laquelle la Grande-Bretagne va bénéficier de ce qu'on appelle des hectares fantômes, c'est-à-dire elle va bénéficier de terres qui ne sont pas chez elle, Mhm. des plantations esclavagistes, d'abord sous son propre contrôle, lorsqu'elle contrôlera les colonies américaines, puis ensuite les États du Sud américain qui vont lui fournir du coton à bon marché, coton qui va alimenter les manufactures du nord de l'Angleterre, alors qu'autrefois, ce sont les textiles indiens qui sont extrêmement importés en Europe. Ce qui va poser d'ailleurs beaucoup de problèmes aux producteurs européens, hein. En 1686, par exemple, Louis XIV va décider l'interdiction de l'importation de ces cotonnades indiennes qui sont très prisées des consommateurs, qui sont très belles, qui sont à des prix très modérés. Pourquoi? Eh bien parce que les fabricants de laine, de soie, de lin, de chanvre, les fabricants textiles français vont se plaindre d'une concurrence déloyale, hein. Mais effectivement, on a en France et en Grande-Bretagne, à cette époque, à partir de la fin du XVIIe et jusqu'au début du XIXe siècle, la montée en puissance d'une industrie textile. Alors d'abord pas dans des grandes manufactures, hein. Pour dans la plupart des cas, c'est ce qu'on appelle le putting out system, hein, c'est-à-dire on a des marchands qui viennent apporter des matières premières à de petits ateliers, dans des fermes, avec du travail qui s'effectue le soir. Souvent du travail féminin, et puis ensuite des marchands qui récupèrent la marchandise ou de petites manufactures. Et tous ces petits lieux de production textile, ils sont très souvent sous le contrôle de capitalistes marchands, du capital marchand. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant par rapport à la situation contemporaine. Parce qu'effectivement, de nos jours, on voit que le capital marchand reprend d'une certaine manière le pouvoir sur le capital industriel. Ouais. Benoît Elbrun. Alors, il y a 2 choses par rapport à ça pour compléter ce que dit Arnaud. C'est que d'abord, je vais donner un chiffre. Au Moyen Âge, un individu rencontrait dans toute sa vie à peu près 200 objets.
Aujourd'hui, on en croise 20 000 par jour et on estime que chacun d'entre nous a à peu près 10 000 possessions. On ne se rend pas compte de ça. La deuxième chose qui est importante, c'est que euh, on confond souvent le textile et la mode, ce qui est deux choses différentes. C'est-à-dire que quand on parle de fashion, en fait, souvent on parle de textile. Donc derrière le textile, il y a une industrie, alors qu'il n'y a pas d'industrie de la mode. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que notre culture de consommation, elle s'est construite à partir du XVIIe siècle, quand justement, autour de Louis XIV, on a inventé l'idée de mode, hein, c'est la première gazette Mhm. de mode, le Mercure Galant. Et la mode, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas lié à une catégorie de produits, c'est simplement l'accélération de la demande, c'est-à-dire qu'on va augmenter la fréquence d'achat. Et c'est pour ça qu'un grand sociologue anglais qui s'appelle Colin Campbell a montré qu'en fait, notre éthique de la consommation était romantique. Au sens que l'être romantique est celui qui va rechercher en permanence de la nouveauté, de la stimulation. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, ce désir, cette stimulation qui est entretenue par le capitalisme, elle rencontre des limites planétaires, celles de l'écologie. Et là, on est face à une aporie. Alors, justement, parce que chez Colin Campbell, il y a quelque chose de très étonnant, c'est qu'on découvre que cet appétit de gadget, je ne vois pas quel autre terme utiliser, il est déjà présent au moment de la révolution industrielle en Angleterre. Alors, ce sont des colifichets, bien sûr, on est très loin des 20 000 vêtements ou des 20 000 produits, pardon, que nous voyons aujourd'hui, avec lesquels nous sommes en contact. Mais c'est quand même étonnant de voir que finalement l'industrialisation, elle s'est en grande partie, y compris à des époques reculées, construite sur du superflu, Arnaud Horin. Oui, le regretté Daniel Roche, hein, dans son histoire des choses banales, nous avait déjà montré combien il se produit, alors dès la fin du XVIIe siècle en Angleterre et quelque part au début du XVIIIe siècle en France, cette Mhm. révolution de la consommation. C'est-à-dire l'idée selon laquelle, même dans des classes, des couches plutôt plus populaires de la société d'Ancien Régime, on va découvrir dans les inventaires après décès un certain nombre d'objets manufacturés. Et ce phénomène va effectivement aller croissant. Alors il va aller croissant également grâce ou à cause du système colonial et impérial des pays occidentaux, qui vont fournir de plus en plus de produits exotiques et de matières premières à bas prix. Ça va être ensuite augmenté, je dirais, par un certain nombre d'innovations qui vont se produire à la toute fin du XVIIIe siècle, hein, autour du filage, du coton et de la laine. Et ces innovations vont faire fortement chuter les prix. Donc les plantations esclavagistes d'un côté et les innovations de l'autre vont faire fortement chuter les prix d'un certain nombre d'objets, en particulier du textile, mais pas seulement, ce qui va permettre un développement de la consommation. Alors on n'est pas encore dans le Fordisme, hein, dans la consommation de masse qui va commencer dans les années 20 et les années 30, en particulier aux États-Unis d'Amérique, mais on voit que le phénomène tente à progresser avec la première révolution industrielle. Benoît Elbrin. Cette idée de superflu, en fait, elle renvoie la notion de dépense improductive, hein. C'est la fameuse part maudite dont parle Georges Bataille, hein, qui pour moi est une notion absolument centrale. L'idée que l'économie n'est pas simplement régie par un principe d'efficacité, mais aussi par le fait qu'il faut dépenser. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas du domaine de la nécessité. Et c'est pour ça que on ne peut pas s'abstraire de cette question du superflu. Et si on parle par exemple d'une enseigne comme Action, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ça permet à certaines personnes qui ont des problèmes pour boucler les fins de mois de continuer à montrer en fait qu'elles ont un certain prestige, tout simplement parce qu'elles sont capables de s'acheter des choses qui ne sont pas nécessaires. Et donc cette capacité à s'extraire de la nécessité, c'est une condition d'humanité qui construit la société consumériste. Oui, ça c'est un Arnaud Horin. débat effectivement qui est extrêmement présent au XVIIIe siècle, c'est le fameux débat sur le luxe. C'est-à-dire, est-ce que le luxe vient corrompre les mœurs de la société ou est-ce qu'il est au contraire un moteur de l'activité économique, ce que l'on traduirait aujourd'hui par la théorie du ruissellement. Et on a chez Voltaire, par exemple, hein, dans Le Mondain, une défense de la consommation de luxe, quelque chose qu'on trouve déjà sous le système de John Law dans les années 1719-1720, l'idée selon laquelle plus on va enrichir un certain nombre de particuliers, plus ils vont développer une consommation de luxe, et plus tout cela va ruisseler en créant des emplois et en créant effectivement des phénomènes de mode
qui vont permettre un accroissement de la consommation. 100% des Français déclarent avoir acheté l'une des marques considérées comme de la fast fashion dans les 12 derniers mois. Pendant ce temps, notre industrie textile française n'en finit pas de s'effondrer. L'Europe peut-elle rester la dernière gardienne d'un modèle qui profite à la Chine et la condamne à la désindustrialisation? Pour en parler, nous sommes en compagnie de l'historien Arnaud Aurin, directeur d'études à l'EHESS. On vous doit notamment Le Monde confisqué, essai sur le capitalisme de la finitude aux éditions Flammarion. Et puis le philosophe Benoît Elbrun, professeur à l'ESCP Business School. Vous co-dirigez l'Observatoire Marque Imaginaire de la consommation et politique. On a beaucoup parlé de Chine. Benoît Elbrun, quelle est la véritable nouveauté de Chine quand on prend l'histoire de la mode, de ce qu'on appelle la fast fashion? Je pense qu'il y a 3 nouveautés. La première, c'est que, c'est une plateforme en fait, donc on appelle ça une marque, ça distribue des produits, qui ne sont pas d'ailleurs souvent contrôlés, hein, d'où certains problèmes et donc c'est, une entité qui ne se construit pas sur un imaginaire. Or, notre, représentation de la marque s'appuie généralement sur une capacité à mettre la marchandise en récit, donc à raconter une histoire, ça on l'a pas. La 2e nouveauté, c'est que, c'est la plateformisation, effectivement, qui va induire, des achats, répétitifs, automatiques, qui sont, totalement conditionnés par l'algorithme. Alors on a un discours sur la consommation qui parle souvent de la décision individuelle, ce qui pour moi n'est pas du tout le sujet. Mais là finalement on s'aperçoit que, on est pris dans des mailles technologiques qui font qu'il y a pratiquement plus aucune liberté de choix. Et puis la 3e chose, c'est que, Lorsque l'on prend donc, vous avez oui, cité, tout d'abord le fait d'absence de récit, donc ça c'était oui. effectivement très intéressant puisque, on l'avait déjà avec des marques, comme Zara ou comme H&M, le récit était moins prégnant. Alors, chez Zara, le récit n'est pas prégnant parce il s'agissait de copier en fait, des créations de marques de haute couture. Mais par contre, chez Zara, il y a toujours cette idée quand même de montrer qu'on est dans le coup, qu'on est dans le vent et cetera. Alors le 3e point que je voulais évoquer, c'est que, et je pense que c'est la vraie rupture, c'est que, une marque comme Chine ne vend pas des vêtements, elle vend, des dispositifs pour s'instagrammer. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la question de la qualité, donc on n'achète pas en fait un produit, on achète la possibilité de prendre une photo, donc c'est un produit événementiel, donc la durée de vie finalement est de quelques secondes, et donc on n'est pas du tout dans la question de la qualité, la question de la durabilité. Et alors donc ça, c'est un usage, différent pour, eh bien, une configuration, toute, récente qui est celle donc des réseaux sociaux? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la question de l'achat de la substance ou de la matière, donc on n'est plus dans un capitalisme de la substance, on est dans un capitalisme du simulacre, c'est-à-dire que l'important c'est de produire des images, mais paradoxalement ce sont des images alors que la marque ne produit pas d'imaginaire. Et donc on est dans cette glorification permanente de l'accélération qui, je pense, exprime bien finalement les cultures asiatiques et notamment sud-coréennes et chinoises, qui sont dans une glorification permanente de ce qui va se passer dans quelques secondes. Ça vous parle, Arnaud Aurin? Oui, alors on a quand même une accélération d'un certain nombre de données matérielles. La fast fashion, et pas seulement l'ultra fast fashion, c'est une augmentation exponentielle de l'importation de petits colis en France et en Europe. Pour donner quelques chiffres, c'était 175 millions de colis par an en 2022, c'est 775 aujourd'hui, donc une Oui, c'est absolument multiplication effrayant et ça a effrayante. été extrêmement rapide. Extrêmement rapide. C'est 12 millions de colis dans l'UE par jour à peu près. Donc ça, c'est quoi? C'est des dizaines d'avions, puisque c'est surtout du fret aérien en fait, hein, les colis de ce type-là, qui parcourent le ciel pour venir en Europe ou aux États-Unis et qui repartent à vide.
pour la plupart d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils viennent pleins et qu'ils repartent à vide. Donc on a quand même une Eh forme oui, de puisqu'on ne réussit pas à exporter et non, suffisamment. et c'est tout le problème, hein. C'est tout le problème puisque les importations, si on veut redonner encore un autre chiffre, hein, les importations chinoises en France, c'était à peu près 17 milliards d'euros en 2004 et c'était 78 milliards en 2022. Et ça progresse. Et donc la balance commerciale de la France, on le sait, est extrêmement déficitaire, hein. Donc il y a quand même une forme de matérialité. C'est-à-dire qu'il y a une forme de matérialité. Alors certes, pour de la mode qui est extrêmement éphémère, instagrammable, comme vous le disiez, qui est aussi fondée sur les algorithmes. Et donc, Chine s'appuie beaucoup sur TikTok, hein, par exemple, hein, pour connaître en temps réel, en fait, les tendances et produire ensuite des très petites quantités et puis voir ce qui fonctionne dans un système extrêmement adaptable où effectivement là le capitalisme marchand, le capitalisme de plateforme va diriger des industriels avec des gens qui travaillent généralement dans des conditions absolument lamentables. Benoît Elbrun, vous dites que ces plateformes ne vendent plus des objets, mais des unités d'apparition. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, l'unité d'apparition, ça veut dire que, en fait, ce qui compte, c'est pas le vêtement, en termes de garde-robe, ce que je vais garder, ce que je vais porter. C'est, la capacité que je vais avoir à me représenter, donc à me mettre en scène, bon, notamment sur Instagram et autres types de réseaux sociaux. Donc on vend de l'image et c'est pour ça que je parle d'une disparition de la matière, au sens où, finalement, c'est une façon pour le capitalisme d'invisibiliser la matière, d'invisibiliser les flux et de nous faire croire que nous ne sommes que dans l'image. Et puis derrière, il y a aussi un vrai problème qui est la baisse tendancielle du prix. C'est-à-dire que quand on vend un pantalon à 3 euros, bah, ça veut dire qu'on laisse croire que finalement, ça pourrait pratiquement être gratuit. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on vend au final? Qu'est-ce qu'on vend et qu'est-ce qu'on paye aussi? Puisque, Et qu'est-ce qu'on achète? évidemment, derrière tout cela, Arnaud Aurin, il y a bon, les termes de l'échange qui sont évidemment faussés, notamment par rapport à ce que l'on pourrait produire en Europe, en France. Alors évidemment, hein, quand on a des coûts du travail qui sont beaucoup plus faibles, avec des travailleurs qui travaillent entre 10, 12, 14, parfois même 16 heures par jour, pour des salaires qui tournent autour de 5 ou 600 euros par mois, des conditions environnementales qui sont absolument pas celles que doivent respecter des fabricants européens, eh bien on a un problème. On a un problème. Et ce problème, en fait, il est connu depuis le XVIIe siècle, hein. C'est le fameux débat entre l'abondance et la puissance, finalement, hein. L'abondance, c'est quoi? C'est l'idée selon laquelle, eh bien, si chacun se spécialise, chaque pays se spécialise là où il a que David Ricardo, le célèbre économiste classique, en 1817 appelait des avantages comparatifs, c'est-à-dire qu'il se spécialise là où il est le moins mauvais, hein, là où il produit à des coûts qui sont relativement les plus faibles. Eh bien, si tout le monde fait ça, tout le monde va pouvoir obtenir à meilleur prix, en fait, ce qu'il cherche et créer de l'emploi chez lui en se spécialisant dans ce secteur. Bon. Alors, cette théorie, hein, des avantages comparatifs, elle est à l'origine, eh bien, de la libéralisation du commerce, d'abord au milieu du 19e siècle, et puis surtout depuis 1945 avec le GATT, hein, le General Agreement on Tariffs and Trade, et puis qui va devenir l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 1995, qui va baisser les droits de douane et qui va donc développer ces échanges mondiaux. Et l'idée théorique, c'est que chacun se spécialise dans ses avantages comparatifs et finalement tout le monde doit échanger et obtenir des produits à bas coût en créant de l'emploi là où il a ses propres, où chaque pays a ses propres avantages. Alors le problème de toute cette affaire, c'est qu'on en arrive à des désindustrialisations massives dans un certain nombre de vieux pays autrefois industriels. C'est-à-dire que le problème de la théorie des avantages comparatifs et de son application, c'est qu'elle produit des distorsions à l'intérieur des pays. C'est-à-dire qu'elle donne des revenus à certains et elle en enlève à d'autres. Et elle désindustrialise un certain nombre de régions et de pans. Donc aujourd'hui, l'ultra fast fashion, la fast fashion avait déjà et les produits chinois, ce qu'on appelle le choc chinois en économie, avaient déjà laminé
l'industrie textile française et en partie européenne, et aujourd'hui est en train de laminer les services, c'est-à-dire les petits commerces, les centres-villes. Et donc, le problème aujourd'hui qui se pose, c'est qu'on entre dans une forme de capitalisme où l'abondance est en train de détruire les tissus industriels et le petit commerce, et même certains grands commerces des anciens pays industrialisés, qui donc veulent remettre en cause les lois du libre-échange. Oui, et je Benoît Helbrun, qu'est-ce que Je vous en pense que, pensez juste cher Arnaud, qu'on peut peut-être même aller un cran plus loin en disant que la Chine utilise les règles du libéralisme économique pour importer, notamment en Europe, une forme de totalitarisme politique. Mais dans le monde économique, en imposant un modèle de souveraineté technologique, avec un modèle de plateforme dont on sait qu'il est extrêmement addictif parce qu'on a des incitations en permanence. Finalement, le comportement d'achat est régi par des algorithmes, donc il s'agit proprement de l'importation d'un modèle totalitariste, à mon sens. un modèle totalitariste, mais aussi un modèle qui est en complète contradiction avec ce que les Français, a Oui, priori, disent oui, vouloir ou veulent véritablement. Alors, je ne oui, sais pas. oui, Alors, il y avait ce chiffre que j'ai cité en introduction, 100% des Français ont déjà acheté la oui. fast fashion. Deuxième marché mondial de Chine, la Deuxième France. marché Oui, mondial. oui. Et donc, Le premier étant les États-Unis. oui, mais la France, comme pour McDonald's, hein, on est le deuxième marché mondial de McDonald's. Donc c'est pas simplement une question C'est d'exception notre culturelle. duplicité. Alors c'est une duplicité, mais en fait je pense que ça rejoint une analyse qu'avait faite le grand sociologue américain Daniel Bell dans un livre qui est sorti il y a tout juste 50 ans, qui s'appelait Les contradictions culturelles du capitalisme, dans lequel il montrait que par nature, le capitalisme, en fait, nous soumet en permanence à des injonctions paradoxales. Donc il avait mis en évidence une sorte de dimension schizophrénique, même s'il n'utilise pas ce terme, du capitalisme. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a un système économique qui va nous inciter à nous stimuler en permanence, en recherchant de la nouveauté, de l'excitation sensorielle, etc. Et de l'autre côté, eh bien, il y a une contrainte environnementale qui est qu'il faut respecter un certain nombre de principes écologiques et aller vers plus de sobriété. Donc en fait, c'est consubstantiel au système du capitalisme, enfin si je reprends l'analyse de Daniel Bell, et donc ça veut dire que la clé de lecture ne peut pas être une clé de lecture individuelle, hein, c'est pas en moralisant le consommateur qu'on va pouvoir trouver des solutions, elle ne peut être qu'institutionnelle. Donc il faut qu'on réinstitutionnalise des pratiques, c'est-à-dire qu'on se mette d'accord sur finalement qu'est-ce qui est important dans un pays. Est-ce que c'est de faire le choix de l'industrie, mais ça veut dire par exemple qu'il va falloir faire accepter à des populations de payer plus cher des produits. Et ça, donc ça veut dire qu'on va avoir besoin notamment de publicité et de marketing, outil qui n'est jamais utilisé par les politiques. Arnaud Rhin. Oui, ça nous ramène à ce fameux débat abondance contre puissance. C'est-à-dire que on a des consommateurs qui vont nous dire bon, les plateformes comme Chine, c'est utile parce que on trouve des grandes tailles, des petites tailles qu'on trouve pas vraiment dans les magasins physiques en France. Et puis on constate aujourd'hui que la plupart, enfin que le consommateur moyen d'une plateforme comme Chine, ce sont pas vraiment les 18-25, mais plutôt les 40 ans. Aujourd'hui, ça a un peu changé hein, depuis le Covid, depuis 2020. Et donc, des gens qui vont acheter du textile à bas prix pour toute la famille, en fait. Hein. Donc, on est dans une situation dans laquelle, dans un pays qui est fortement désindustrialisé comme le nôtre et où la réindustrialisation, on le voit, patine en fait, on est dans un pays où le pouvoir d'achat n'est pas très élevé pour un grand nombre de gens. Et par conséquent, il y a là une forme de solution. Entre guillemets. Le problème, en fait, qui se pose à nos démocraties, il est donc double. C'est-à-dire, premier problème, c'est est-ce qu'on doit finalement modifier les règles du capitalisme ? Ce que j'ai essayé de conceptualiser en termes de capitalisme de la finitude, c'est-à-dire on est dans un monde dans lequel désormais il y aurait trop de producteurs.
hein. Il y aurait trop de production. C'est ce que nous ont dit les entreprises du Mittelstand allemand cet été. Elles qui étaient farouchement opposées aux droits de douane, qui étaient favorables au libre-échange à tout crin, nous ont publié un communiqué cet été en nous expliquant qu'il fallait maintenant mettre des droits de douane dans l'Union européenne. Donc la question c'est, est-ce qu'on change les règles du jeu du commerce international pour tenter de sauver ce qui reste de l'industrie européenne et donc par conséquent d'emplois industriels qui sont relativement bien payés et qui permettent aux citoyens d'avoir du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est la première idée. Maintenant qu'il y aurait, on serait réentré dans un monde où il y aurait trop de production. Ou alors, effectivement, comme le disait Benoît, c'est-à-dire qu'on change l'imaginaire. C'est-à-dire on se pose les vraies questions. Et les vraies questions, c'est de quoi avons-nous réellement besoin? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit Mais est-ce que c'est fabriquer? est-ce que c'est encore une idée moderne? Parce que vous citiez Benoît Elbrun, Colin Campbell, qui est un sociologue britannique. Et Colin Campbell explique que cela fait des siècles que l'humanité a abandonné le besoin pour une partie de l'humanité, une quasi-totalité des Occidentaux. Nous n'avons plus véritablement de besoin, nous avons désormais des désirs ou des envies. Et c'est ce qui préside à notre consommation. Arnaud Aurin, je ne parle pas évidemment des besoins de base, mais de tout ce qui relève de nos achats, notamment de nos achats pour Noël. Oui, mais le problème, ce sont... j'ai parlé d'une première finitude, hein, comme à la fin du 19e siècle, où l'Angleterre considère qu'il y a trop de producteurs, parce que une nouvelle puissance industrielle a émergé, c'est l'Empire allemand, qui va entrer en concurrence avec les produits anglais, et c'est la même chose pour les Japonais et les Américains. Ça, c'est une première type de finitude. Mais il y a une deuxième type de finitude qui se pose à nous. Ce sont les contraintes environnementales et écologique. C'est-à-dire que la montée du niveau de vie d'une grande partie de la population de la planète entraîne une pression anthropique sur les milieux et sur les espèces non humaines qui ne permet plus, en fait, de réfléchir en termes précisément de désir, d'une consommation effrénée. Ça, c'est quelque chose sur lequel, en fait, il nous faut retravailler, comme on l'a fait, comme l'ont fait les philosophes du XVIIIe siècle, lorsqu'ils nous ont expliqué qu'effectivement, ça n'était qu'un certain nombre de philosophes du XVIIIe siècle, on peut bien sûr penser à Jean-Jacques Rousseau, il fallait s'interroger sur, finalement, quels étaient les véritables besoins de la nature humaine. Et nous n'allons pas pouvoir faire l'économie, en fait, de ce retour philosophique, rapport au non-humain, à ce qu'on pourrait appeler la nature, même si je pense avec Philippe Descola que ça n'existe pas, hein, la nature, qu'il y a une interdépendance entre les vivants. On va pas pouvoir faire l'économie, en fait, de cette réflexion autour de comment on interagit avec les autres espèces. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît Ce que j'en pense, c'est que le XVIIIe siècle a donné une réponse très claire à la question que pose Arnaud, oui, qui est Robinson Crusoe. Parce qu'en fait, Robinson Crusoe, c'est le premier livre de littérature qui ne traite pas des rapports entre les êtres humains, mais des rapports de l'homme à la chose. Et la question, c'est de quoi a besoin pour vivre un aristocrate anglais du XVIIIe siècle? Et on a la réponse. Donc, il faudrait réécrire Robinson Crusoe. La réponse, c'est des vivres. Donc, c'est à manger, c'est des vêtements, c'est des outils, c'est la Bible, c'est du papier, c'est de l'encre, c'est du tabac. Et puis, dernière chose, c'est que Robinson, dans le bateau, va prendre la bourse d'argent et puis il va se dire, en fait, j'en ai pas besoin, mais il va quand même la garder. Donc, ce qui montre aussi la cupidité humaine. Donc, il faudrait réécrire aujourd'hui Robinson et dedans, il y aurait peut-être un téléphone, de l'électricité, 20 000 objets. du Wi-Fi. Non, parce Alors, que là, on n'est pas dans la nécessité. Quand vous dites qu'on a un rapport avec 20 000 objets par jour, ça veut dire que ces 20 000 objets, nous les avons suffisamment désirés pour nous Non, on les approprier. rencontre, c'est-à-dire on croise 20 000 objets, sachant que dans la pièce ici, il y en a déjà à peu près 200. Ça, vous en avez besoin de ces Donc je pense que déjà, la il faut... plupart d'entre eux. Ouais, je pense qu'il faut, il faut démoraliser la question. Et ce qui est intéressant, c'est que justement au XVIIIe siècle, le regard qu'on va porter sur le luxe va complètement se retourner, parce que depuis l'Antiquité, on critique le luxe qui est le règne de l'inutile et de la frivolité. Et puis Adam Smith va être l'un des premiers à montrer que le luxe a une utilité,
a une durabilité. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de déplacer la question de la possession individuelle vers la possession collective, c'est-à-dire c'est ensemble de construire un modèle économique dans lequel on va partager des choses de qualité, dans ce qu'on appelle des communs. Et là, on a notamment une réponse intéressante qui est l'économie de la fonctionnalité, de la circularité, c'est-à-dire de passer dans certaines catégories de la possession à l'usage. Arnaud Aurin. Oui, il y a plusieurs voies qui s'offrent à nous, en fait, hein. Alors, la première, c'est les Chinois se moquent beaucoup de la notion de surcapacité que développent les Occidentaux. Les Occidentaux ne cessent de dire que la Chine aurait des surcapacités dans l'acier, dans le textile, etc. Et si vous lisez le Global Times, hein, le journal de Pékin qui s'adresse à l'Occident, hein, quotidien très intéressant, il nous explique que la notion de surcapacité est une construction occidentale et qu'en fait, eh bien, il suffirait que les pays occidentaux abandonnent toutes les pans de l'industrie où ils n'ont plus d'avantages comparatifs. Il faudrait fermer Volkswagen, fermer Stellantis, fermer Renault. Là, il n'y aurait etc. plus de surcapacité à l'échelle mondiale. Voilà, il n'y aurait plus de surcapacité et puis on se spécialiserait là où on a peut-être des avantages comparatifs, je ne sais pas, les sous-marins nucléaires, des choses de ce type. Donc ça On serait... peut même en douter. D'ailleurs. Alors ça serait la première solution, hein, effectivement, d'une vassalisation et donc d'une consommation. Le problème, c'est C'est déjà en route. il faudrait réussir à trouver des revenus, hein. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, ça serait de devenir soi-même, l'Union européenne, une puissance impériale qui mettrait des droits de douane, qui tenterait de refaire de l'industrie, de l'autarcie, de rapatrier ses chaînes de valeur. Ça voudrait dire que l'Union européenne, dernière puissance néolibérale, se transformerait, hein, en puissance, elle aussi, prédatrice et de la finitude. Et dernière possibilité, effectivement, c'est celle que souligne Benoît, c'est-à-dire changer nos habitudes de consommation et aller vers des communs et un rapport au non-humain qui diffère complètement de celui de l'exploitation de la nature. Le mot de la fin, Benoît Elbrun. Bon, on va le donner à Karl Lagerfeld, hein, quand il a dit un jour Si vous voulez. j'ai pas les moyens de m'acheter du low cost. Il faut expliquer aux gens que ce n'est jamais une bonne affaire d'acheter du cheap et du low cost, parce que non seulement ça détruit l'emploi, ça détruit la valeur des biens matériels, et ça n'a aucun intérêt sur le plan de l'investissement. Bon, vous pouvez aussi acheter des livres. Là, au moins, il n'y a pas de question de low cost. Par exemple, celui d'Arnaud Aurin, Le monde confisqué, essai sur le capitalisme de la finitude. Ça, c'est chez Flammarion. Et puis, Benoît Elbrun, je crois qu'on peut trouver de vous un que sais-je, le que sais-je que vous aviez consacré aux marques. Sur la marque. Je vais ressortir. Voilà, deux idées de cadeaux. 8h43 sur France Culture.